Bonjour, donc premier cours de culture scientifique, partie 3. Toujours une invitation à la culture scientifique, des histoires de sciences. Tout d'abord, donc une rencontre avec Bernard Stiegler, ce monsieur qui vient de décéder en 2020, il s'est suicidé, ce monsieur. C'était quelqu'un qui avait une vision de la société dont je vais parler, là, donc l'avenir de nos sociétés. Il avait écrit un livre à ce moment-là qui s'appelait La société automatique, l'avenir du travail, il y a quelques années. Et c'était au moment où moi je devais faire une présentation de l'histoire de l'automatique, donc vous voyez la société automatique, parler de l'avenir du travail. Moi je devais faire une présentation lors d'un congrès international de l'automatique. J'ai écrit donc une thèse et un livre sur l'histoire de l'automatique en France, 150, donc je l'avais contacté pour avoir des renseignements sur ce livre, ce qu'il avait fait. Donc ce monsieur a une vie un peu particulière, très jeune, je pense après le bac, il a été très choqué par la misère qu'il voyait à Paris et il a fait un casse de banque. Il est rentré dans une banque avec un pistolet en plastique. Il a demandé l'argent, il l'a redistribué. Les gens qui en avaient besoin, donc il a recommencé 2, 3 fois, il a dû se faire prendre. Et il a fait des années de prison. Et c'est en prison qu'il a fait ses études de philosophie, donc il est philosophe. Et il était, philosophe, directeur de l'IRI, l'Institut de recherche et d'innovation. Donc ce monsieur, vous regardez le film, l'extrait, il nous parle de cette vision de l'avenir, de cette société qui s'en va vers la fin de l'emploi et non du travail, qui sera fait par des machines, par l'IA, et il déplore cette société qui va nous arriver, quoi. Voilà. Donc c'est quelqu'un de très sensible et qui a choisi de partir. Donc cette robotisation, cette automatisation, cette IA, ben oui, combien d'emplois vont être supprimés? C'est le grand débat aujourd'hui. Il y a eu des articles, bien sûr, il y en a quelques-uns où les chiffres étaient très différents, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va devoir s'adapter, apprendre à travailler avec les robots et non pas contre eux. Une chose est sûre aussi, c'est que si on met au chômage des gens, il va bien falloir leur donner un revenu pour qu'ils puissent survivre. Et donc ce qu'on appelle le revenu de base. C'est un grand débat aujourd'hui dans la société. Donc les millions de robots envahissent le monde industriel. Regardez l'évolution du nombre de robots qui est incroyable. Ça ne veut pas dire la robotisation spécialement la fin de l'emploi, puisqu'on voit bien, il y a des taux de chômage par rapport au nombre de robots en Corée du Sud, c'est pas corrélé. C'est très étonnant, c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'on automatise, on robotise qu'il y a aussi des emplois supprimés. On peut penser qu'à terme, bon. Et le chômage de masse, donc en France, concerne les travailleurs peu qualifiés, donc on peut aussi penser, mais ça touche tous les métiers. On sait bien qu'en médecine, par exemple, la dermatologie, la radiologie est touchée par l'arrivée de la machine. Alors les magasins, évidemment, s'encaissent. On peut très bien aujourd'hui se passer de caissière au supermarché. Donc là, on voit un article du Monde en 2019 qui nous dit attention, IA, Big Brother au supermarché, c'est là et maintenant, je vais titrer. Donc le groupe Carrefour et Google travaille sur l'intelligence artificielle pour permettre de payer ses courses sans caisse grâce à la reconnaissance faciale. Le restaurateur Sodexo investit dans une start-up dont la technologie entend identifier automatiquement des aliments et faire payer en levant la tête. Ces techniques sont déjà utilisées en Chine où conserver des milliers de visages sur des serveurs centraux ne pose guère de problème éthique. Nous, on n'a rien de problématique à utiliser les caméras. L'IA permet aussi de se passer de personnel dans les magasins. Le champ, le test sur le parking, son siège social, les données, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données? C'est déjà une mine d'informations pour les grandes surfaces. Voilà. Donc l'objectif du cours de culture scientifique, d'histoire des sciences, c'est comprendre que le mot qui caractérise le mieux le monde aujourd'hui, c'est évolution. Comprendre un monde en évolution permanente nécessite un sens critique. Pour acquérir un sens critique, comprendre ce qui nous entoure et donc être cultivé, et donc connaître les sciences. Et l'histoire des sciences, donc, en ne se souciant pas de l'objet mathématique, où la culture est un formidable outil pour comprendre les sciences. Voilà l'intérêt de ce cours. Le plan, dans le chapitre 1, c'est une invitation. Chapitre 2, c'est une présentation plutôt épistémologie et philosophie des sciences et techniques. Chapitre 3, les mathématiques. Chapitre 4, la révolution scientifique au XVIIe siècle, la méthode avec laquelle on travaille aujourd'hui, l'éruption de la méthode scientifique, cette grande révolution, bien sûr, avec Galilée, Newton, Copernic, Galilée, Newton, etc. Chapitre 5, la thermodynamique, donc une matière difficile, de la machine à vapeur de James Watt au manuscrit de Sadi Carnot. Ça, c'est passionnant. Chapitre 6, c'est l'histoire du développement de la théorie de l'évolution, le voyage de Charles Darwin, ce jeune homme à 21 ans qui part pour 5 ans, un voyage autour du monde et qui en reviendra bouleversé, et qui sortira en 1859, il est né en 1809, fait son voyage à 21 ans que dans les années 1820, 130 je crois, 31-36 il me semble, je sais plus, quelque chose comme ça, et voilà, et qui reviendra et qui écrira en 1859 l'origine des espèces.
Chapitre 7, l'histoire de l'électricité, de l'ombre frottée au système de télécommunication, qui est cette énorme révolution qui nous concerne, puisque nos vies en ont été bouleversées à la fin 19e, début du 20e, l'arrivée de l'électricité dans les maisons, et puis les moteurs, et les systèmes de télécommunication, évidemment. Chapitre 8, l'histoire de la lumière, les premières hypothèses, ondes, corpuscules, c'est à peu près ça, depuis très longtemps, au résultat étrange de la physique quantique, les deux en même temps, donc ça c'est très troublant. Chapitre 9, les paradoxes de la vie d'Albert Einstein. Pourquoi? Ben oui, il s'est engagé dans tous les pans de la société, il n'y a pas que les sciences, et c'était paradoxal. Les révolutions relativistes et leurs conséquences, il a tout changé. En 1905-1915, il change la façon dont on voit les choses, cet homme. Et avec LMC2, une énorme révolution dans la façon de voir les choses, l'énergie. Chapitre 10, l'histoire de la révolution quantique au début du XXe. Albert Einstein est bien sûr omniprésent dans cette révolution. Qu'est-ce que la réalité? Ce fameux débat par Einstein. Chapitre 11, l'histoire de l'informatique, qui nous bouleverse, qui bouleverse nos vies, l'ordinateur. De la Pascaline, machine à calculer de Blaise Pascal au XVIIe, aux premiers ordinateurs, les années 1980-90. Aux premiers ordinateurs, pardon, après la Seconde Guerre mondiale. C'est la micro-informatique, le chapitre suivant, dans les années 70-80. Donc les premiers ordinateurs avec Alan Turing, la vitragine d'Alan Turing, à l'origine de la conception de ces ordinateurs, après la Seconde Guerre mondiale. Chapitre 12, l'histoire de la micro-informatique, Bill Gates, Steve Jobs, etc. De l'avènement de l'ordinateur personnel, le PC, le personal computer, d'IBM, qui va se répandre, à la révolution du numérique, et oui, Internet, ChatGPT aujourd'hui. Chapitre 13, l'histoire de la théorie du Big Bang, notre univers. Donc on a eu une vision pendant longtemps d'un monde clos, et aujourd'hui, on le pense immense, peut-être infini, en expansion. Donc ce beau livre d'Alexandre Coiré, du monde clos à l'univers infini. Chapitre 14, l'histoire des découvertes du dérèglement climatique, et oui, il y a une histoire, les articles se sont accumulés scientifiques depuis Joseph Fourier, début du 19e. Et donc c'est très intéressant de voir l'évolution de ces articles scientifiques qui vont nous expliquer ce qui est en train de se produire, une catastrophe. Chapitre 15, l'histoire du développement de l'IA, et cette IA qui aujourd'hui nous pose problème au niveau éthique, au niveau de l'information, les fake news. On sent bien qu'il va y avoir avec ChatGPT qui arrive une révolution, là il y a quelque chose qu'il faut qu'on contrôle, l'éthique autour de l'IA, mais elle a une histoire aussi. Moi je me suis intéressé à retrouver les gens qui étaient à l'origine de l'IA. Chapitre 16, de la première révolution de la physique quantique à la deuxième, et à ses incroyables applications, cryptographie, téléportation informatique quantique. Oui, la première, c'était le transistor 1947, tout ce qui va en suivre, l'électronique, l'ordinateur, etc., l'informatique. Mais aujourd'hui, on est à une deuxième révolution incroyable, c'est qu'on maîtrise la particule. Et donc là s'ouvrent des portes incroyables, le processeur quantique. Donc c'est quoi l'histoire de l'épistémologie de la philosophie des sciences et techniques? Vous avez compris, c'est raconter l'histoire des matières, toutes les matières, que ce soit les sciences physiques, les sciences humaines et sociales, c'est pluridisciplinaire. Donc la bibliographie, il y a beaucoup d'ouvrages généraux, il y a un que sais-je bien sûr, Colin Renan, Histoire mondiale des sciences, toutes les civilisations, toutes les matières, puis après les civilisations, la science grecque avec Lloyd, la science arabe avec Djebar, la science chinoise avec Needham, puis après beaucoup de livres, une histoire des techniques bien sûr, on raconte l'évolution des techniques, les ingénieurs qui apparaissent, Renaissance, Bertrand Gilles. Les mathématiques, les matières, d'abord, donc mathématiques, biologie, astronomie, toutes les matières sont concernées, vous pouvez trouver des livres sur l'histoire de toutes les matières, les mathématiques, énormément de livres, le livre de Donny Gage, bien sûr, le théorème du perroquet, et de nombreux livres passionnants, l'informatique, peu de livres, parce que c'est une matière récente, qui est apparue dans la seconde partie du XXe siècle, sur l'univers, énormément de livres, Hubert Reeves, bien sûr, ce Canadien qu'on a adopté, nous, et puis Jean-Pierre Luminet, le français, qui est très présent, le Who, français, Simon Singh, le roman du Big Bang, passionnant à lire, Trinh Van Tuan, aussi grand personnage, Brian Greene. Sur la théorie darwinienne, Patrick Tort a beaucoup écrit, très beau livre, et Stephen Jay Gould, c'est des livres passionnants à lire, c'est très très bien fait, et ça nous passionne. Dans le monde de l'art, donc, il y a de nombreux livres qui font des liens entre science et art. Moi, j'ai eu l'occasion d'enseigner aux Beaux-Arts, donc à des gens qui se destinaient au design, et ils n'avaient pas l'outil mathématique, et c'était passionnant de leur expliquer l'évolution des sciences. Des sites internet, bien sûr, un livre sur un site, à l'université de Sherbrooke, David Sénéchal a laissé un livre d'histoire des sciences qui est gratuit, qu'on peut télécharger, et des bibliothèques numériques comme à la BNF, le CNAM, et puis bien sûr des centres spécialisés, des sites spécialisés, CERIMES, l'acronyme veut dire le centre de recherche multimédia sur l'enseignement supérieur à peu près, et donc on voit énormément de films, on trouve énormément de films, plus ou moins gratuits, l'INA pareil, énormément de films, les conférences au Collège de France, etc., vous trouvez des tas de choses. Une question, comment ça marche, un petit peu
rigolote. Comment ça marche, comment ça fonctionne l'histoire des sciences? Eh bien, c'est les sciences, pardon, c'est l'épistémologie, la philosophie des sciences. Alors là, de nombreux livres, hein, bien sûr, du que sais-je, des choses très très lourdes, hein, les philosophes et la science, bon, très épais. Je retiens deux livres, un peu je reçois avec qui j'ai travaillé à Paris, Invitation à la philosophie des sciences, un des premiers Français qui va écrire un livre sur l'histoire des sciences. Introduction à l'épistémologie, donc Léna Solaire fait un très beau livre pour la méthode, comment fonctionnent les sciences. Les rapports entre science et technique, donc jusqu'au XXe siècle, le progrès technique précède le progrès scientifique. Hein. On prend l'exemple par exemple de l'artillerie. Avant la trajectoire parabolique laissée par Galilée, eh bien on savait envoyer des boulets de canon. Donc les ingénieurs, ils faisaient des expériences. Ils avaient des abacs, et puis ils savaient, en fonction de l'angle du canon, le poids du boulet de canon, l'envoyer à une certaine distance. Regardez les sciences, par contre, l'image est intéressante. On voit les trajectoires rectilignes. Donc Aristote avait laissé cette idée que les trajectoires ne peuvent être que rectilignes. On le reverra avec la révolution scientifique, pourquoi il avait dit ça. Et puis Galilée va nous apporter la trajectoire parabolique. La machine à vapeur, James Watt, pendant 25 ans, de 1775 à 1800, il va construire une machine extrêmement performante, mais on ne comprend pas pourquoi. Et Sadi Carnot, ce jeune homme, en 1824, va sortir un livre et il invente la thermodynamique. Nucléaire, et sans l'immense puissance des sciences et des techniques associées. C'est d'énormes usines, donc sciences et techniques associées dans une technoscience, l'électronique bien sûr pareil, la physique quantique et une technique incroyable, les biotechnologies, tout ça, on ne peut plus séparer les sciences et les techniques au XXe et au XXIe siècle bien sûr. Les relations entre science et religion, nous le reverrons dans le fichier sur la révolution scientifique avec le procès de Galilée, un beau livre de Châtelier, hein, Les espaces infinis, le silence de Dieu, science et religion. Donc effectivement, le procès de Galilée va être fondateur de cette séparation entre science et religion. Et Galilée va, à l'issue de son procès, donc obligé de reconnaître ses torts, alors qu'effectivement, sa science va s'imposer par la suite. Le dessin intelligent, donc aujourd'hui aux États-Unis, dans le domaine du créationnisme face à l'idée religieuse face à l'évolutionnisme, l'idée scientifique, donc ce qu'on appelle l'intelligent design. Hein. Il y a des procès aux États-Unis, il y a des parents qui souhaitent dans les écoles publiques que soit enseignée l'idée religieuse de création face à l'idée scientifique d'évolution. Donc ce n'est pas possible. À chaque fois, les procès sont perdus par les parents sur le terrain de l'épistémologie. La méthode n'est pas du tout la même. La religion, c'est une croyance. Les sciences, c'est un doute. Et on peut prouver que c'est faux. C'est ça l'idée. C'est on remet en cause ce paradigme. Il n'y a pas de vérité. Voilà, donc chaque fois c'est perdu. Donc la différence entre croyance et science, écoutez cet extrait, Guillaume Lecointre, systématicien, nous explique très bien ce qui se passe. Il définit une théorie comme étant la maximisation de la cohérence d'un grand nombre de faits d'hypothèses, et de l'autre côté, une croyance, c'est on croit pas. On démontre pas l'existence de Dieu. Donc en science, on doute et on avance par essais-erreurs. Les relations entre science et politique, Jean-Jacques Salomon a laissé un beau livre, Science et politique, effectivement, de tout temps, on s'est intéressé aux sciences pour le pouvoir politique, mais à un moment donné, à la Renaissance, la modernité va arriver, et les scientifiques, Galilée, etc., c'est intéressant. Donc on va s'intéresser, on va créer des académies, etc. Et on voit cette relation perturbée en 1945 avec cet essai dans le désert aux États-Unis d'Alamo Bardo sur Trinity, la première bombe atomique qui explose dans l'histoire de l'humanité, le 16 juillet, et les scientifiques, à l'issue de cet essai positif, vont envoyer des lettres au pouvoir américain, le complexe militaro-industriel, les politiciens, pour dire non, nous ne souhaitons pas que ces bombes soient jetées sur des êtres humains. Et hélas, le 6 et 9 août 1945, ces bombes sont jetées sur Hiroshima et Nagasaki. La relation entre les scientifiques et le monde politique, militaire, etc., est perturbée. On dit que c'est probablement le ferment, ces jeunes gens qui travaillaient à Los Alamos de 42-45 pour mettre au point la bombe atomique, dont Richard Feynman, vont probablement être le ferment de révolution sur les campus américains puis en Europe. De l'autre côté de la politique, on a vu les États-Unis, et bien on voit l'Union soviétique à l'époque. Hein. On voit sous Staline, donc cette affaire Lysenko. Lysenko rejette la génétique moderne, Mendel, associé avec les idées de Darwin, la biologie moléculaire. Mais ce Lysenko, soutenu par Staline, refuse, et donc Staline envoie au goulag des biologistes russes. Donc on dit que la biologie russe a pris un retard considérable. On voit Vavilov qui va mourir au goulag.
Donc voilà, c'était non scientifique ce que disait Lysenko. Bon, la biologie de classe, la biologie moderne, c'est incroyable. La science bourgeoise. Donc on mêle la science de la politique, quoi. En France, aujourd'hui, il y a des rapports qui sont rendus, bien sûr, à l'Assemblée nationale, au Sénat, au pouvoir politique, hein, au gouvernement. Et j'ai pris un exemple du Sénat, hein, bon, il y a quelques années maintenant, mais c'est pas grave. Regardez les sujets traités en 2009, les lignes à haute tension, la chlordécone dans les Antilles, dont on entend beaucoup parler, hein, des conséquences de ce produit. Donc voilà, les politiques sont très informés de ce qui se passe dans le monde scientifique. Des romans en relation avec l'histoire des sciences, passionnants, Denis Gage, le théorème du perroquet. Donc si vous êtes fâché avec les mathématiques, lisez ce roman. C'est une explication de ce que sont les mathématiques extraordinaires. Kellman, Les Arpenteurs du monde, sur la vie de Carl Friedrich Gauss et d'un autre scientifique. Et Carl Friedrich Gauss, c'est un personnage incroyable, on l'appelle le prince des mathématiques, il est né en 1777, donc il avait 20 ans, on l'appelait le prince des mathématiques. Qui n'a pas entendu parler de Gauss en mathématiques? Volpi à la recherche de Klingsor, c'est probablement à la recherche de Werner Heisenberg. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, les puissances qui ont envahi l'Allemagne vont aller à la recherche des scientifiques allemands. Werner von Braun et son équipe vont partir aux États-Unis. Hein. Les Russes vont faire pareil, ils vont emmener les équipes entières en Russie. Donc c'est ce fameux Heisenberg qui va finir en Angleterre et qui ne... Comment dire, ils vont rechercher ce savant qui avait travaillé pour le pouvoir nazi à la mise au point de la bombe atomique. Copenhague, c'est de nouveau de Michael Fren, la rencontre de Niels Bohr et Werner Heisenberg dans les années 42-43, je pense, lorsque l'Allemagne envahit le Danemark au cours de la Seconde Guerre mondiale, et Niels Bohr, sa femme est juive, il sait très bien qu'il va falloir partir, et Werner Heisenberg vient probablement lui parler en lui disant « travaille pour nous ». Et ils se fâchent, ils ne se parleront plus jamais. Et ils vont fuir, Niels Bohr et sa famille vont partir aux États-Unis. Niels Bohr participera au programme atomique américain. Très intéressant. Bertolt Brecht, la vie de Galilée, oui, cette vie avec ce procès, etc. C'est passionnant, hein, la pièce de théâtre de Bertolt Brecht. Jean Echnoz, Des éclairs, c'est sur la vie de Nikola Tesla. C'est cet homme qui émigre hein, de Serbie, je crois, qui s'en va aux États-Unis, et qui va être, comment dire, il veut, hein, il pense que notre avenir, c'est l'énergie sinusoïdale alternative, électrique, et contrairement au continu. Et puis en fait, en face de lui, il a Thomas Edison, l'immense inventeur, énorme inventeur industriel, et Nikola Tesla, on ne va pas l'écouter. Et c'est Thomas Edison qui reprendra son idée, qui va électrifier les villes, etc. Et c'est Nikola Tesla va finir un peu isolé et incompris, quoi, un petit peu devenir fou. C'est l'histoire de Nikola Tesla. Françoise Giroud, une femme honorable, Marie Curie, une vie, donc effectivement, cette vie de Marie Curie a toujours été... C'est une femme honorable et pourtant traînée dans la boue plusieurs fois. Là, c'est un roman autour de Marie Curie aussi, d'Enquist. La formule de Dieu, donc un peu controversée, Einstein aurait à la fin de sa vie trouvé la formule pour prouver l'existence de Dieu. Bon. Là, Jean-Marie Blas de Robles, là où les tigres sont chez eux, donc c'est la vie d'un jésuite, je pense 15e, 16e siècle, donc assez passionnant, quoi. Gros pavé, très documenté. Yannick Grenec, la déesse des petites victoires, c'est la femme de Kurt Gödel, Adèle Gödel, qui a une vie incroyable, qui elle est une femme qui est serveuse dans un bar à Vienne, et la nuit, lorsqu'elle débauche, elle rencontre ce jeune homme qui marche sur le trottoir en train de réfléchir à ses mathématiques, Kurt Gödel, d'une famille très bourgeoise. Et ils vont se rencontrer, ils vont vouloir s'épouser, c'est compliqué, la famille de Kurt Gödel s'y oppose, mais comme il faut partir à la montée du fascisme, à 33 prise de pouvoir d'Hitler, donc ils vont être obligés, sa famille veut que Kurt Gödel parte aux États-Unis, et ils ont trouvé une infirmière, bah, ça va être Adèle qui va devenir Gödel, quoi. Alors ils vont se marier, la famille autorise ce mariage, il a s'y opposé, pour que Adèle puisse s'occuper de leur fils aux États-Unis, c'est vrai ça. Voilà, passionnant. Le cas Edouard Einstein, Laurence Exig, oui, Einstein a eu 2 fils avec Minerva Maric. En 14, ils vont se séparer. Ses enfants, ils ne sont que très peu occupés. Il donnera le montant de son prix Nobel à Minerva en 1921, mais son deuxième fils sera schizophrène toute sa vie. Donc c'est l'histoire de cet enfant. Quelques grandes révolutions scientifiques. Une hypothèse, bien sûr, hein. La Terre n'est pas au centre du monde, c'est la révolution copernico-galiléenne. Deuxième hypothèse, grande hypothèse, l'homme n'est pas au centre de la création, l'hypothèse darwinienne avec cette arborescence d'espèces vivantes, et l'homme n'est pas maître de lui-même, de nouveau ce tableau. On voit, bah oui, Freud nous dit, attention, on a une sexualité, on y a un inconscient, c'est compliqué, nos vies. En liaison avec les grandes pensées philosophiques, hein, les grandes questions philosophiques, donc d'où venons-nous? Grande question philosophique. Une hypothèse scientifique, la théorie du Big Bang, oui, il y a 13,7 milliards d'années, il s'est passé quelque chose, on ne comprend pas bien, par contre après, très vite, hein, une fraction de seconde après, on a un scénario, et donc il y a une évolution il y a une expansion de l'espace-temps, donc cet univers est en évolution, n'est pas figé.
Aujourd'hui, on assiste à une accélération de l'expansion de l'espace-temps, hein, donc tout s'écarte dans l'univers. Des milliards de galaxies, des milliards d'étoiles à l'intérieur. Passionnant. Comment sommes-nous arrivés là? Ben, la théorie de l'évolution. Hein, on a vu Abderrazak El-Albani, donc qui a repoussé l'origine de la vie de quelques milliards d'années. Hein. Aujourd'hui, il y a 4,5 milliards d'années à peu près l'âge de la Terre. Eh bien, il s'est passé il y a quelques 4 milliards, 3,5, 4 milliards, quelque chose qui est l'origine de la vie. Donc les fossiles, après le Cambrien, vous voyez, tout ce qui apparaît. Une extinction, alors là, nous sommes en train de provoquer une extinction de masse des espèces vivantes aujourd'hui, l'être humain, mais il y a déjà eu des extinctions successives. Donc là, on est à 400 millions d'années, il y a des plantes, encore une extinction de masse, 367 millions, les amphibiens, les insectes, 248 millions une extinction, 208 encore une extinction, les mammifères, les oiseaux, le dinosaure. On est à 75 millions, et là, encore une extinction, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, je ne me trompe pas, et l'être humain apparaît, et cet être humain est en train de détruire l'univers dans lequel vit Michel Brunet, notre grand savant très âgé aujourd'hui, qui avait découvert Toumaï. Donc, la théorie de l'évolution aujourd'hui, eh bien, on parle d'épigénétique, au-delà de la génétique, aujourd'hui, on s'est rendu compte que nous ne sommes pas déterminés que par le programme génétique à notre ADN, quoi. Non, il y a quelque chose qui fait que l'environnement aussi a un rôle, donc ça c'est passionnant, ce qu'on appelle l'épigénétique, au-delà de la génétique. Écoutez, Philosophie Magazine publie un article en 2010 qui est sur la couverture, hein, c'est quand même une bonne revue de philosophie en France, nous avons la chance d'avoir ce magazine, qui est de très haut niveau, et il titre une révolution scientifique, le singe descend de l'homme. Ah, donc évidemment, avant, Aristote nous laissait ce schéma, puis depuis, aujourd'hui tout le monde pense qu'il y a cette évolution des espèces vivantes, et bien non. Hein, les embranchements, donc il faut nous décentrer, hein, parce que la culture, on veut se placer au-dessus des êtres vivants, ben non. Il y a peut-être cet embranchement qui a précédé à l'arrivée des hommes. Alors avant, c'était un arbre de l'évolution, toutes les espèces vivantes, c'est les branches, puis en haut, hein, ce tronc, et puis qui se dirige vers l'homme. Eh ben non, aujourd'hui on pense plutôt que c'est comme un buisson, au centre, ben, il y a une origine de la vie, là c'est les espèces qui seront disparues, et là c'est les espèces vivantes à la surface de ce buisson. Et nous ne sommes qu'à la surface des éléments. Voilà, donc l'arbre de la vie va nous expliquer Guillaume Lecointre. Dernière idée philosophique, c'est où allons-nous? Ben, face à ces dérèglements climatiques, on peut dire dans le mur. Donc cette corrélation qui a été prouvée à la fin du XXe siècle entre la quantité de CO2 et la température, qui est due à cet effet de serre, nous envoyons le gaz, hein, le CO2 dans l'atmosphère qui nous provoque des dégâts. Donc voilà, regardez ces deux extraits de films. Bien sûr, beaucoup d'articles scientifiques aujourd'hui sur ce dérèglement climatique. On nous annonce 4 degrés en plus pour 2100, donc c'est un drame. Regardez les conséquences d'une élévation de 1,5 degré, 2 degrés, quand vous pensez à 4 degrés en 2100, donc c'est une catastrophe. Donc ce film, hein, qui s'appelle Une vérité qui dérange, est suivi aujourd'hui du temps de l'action. Bien sûr, il faut agir. Donc je conclurai en disant, pourquoi faut-il faire de l'histoire des sciences? Eh bien, Auguste Comte nous en donne la raison. Si vous voulez connaître une science, ben, il serait judicieux d'en connaître l'histoire. Comprendre que les sciences ne sont pas figées, il y a une évolution des idées scientifiques, prendre en compte la pluridisciplinarité pour admettre la complexité du monde, les vertus de l'histoire et de la philosophie des sciences, humilité et tolérance, qui débouchent sur un sens critique. Pour finir, 2 questions, c'est quoi la réalité, c'est quoi la vérité? J'en ai déjà beaucoup parlé, oui, c'est compliqué, ça dépend du point de vue. Einstein nous laisse une citation, il va mourir en 1955, qui est assez intéressante. 2 choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine, mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue. Par contre, pour la bêtise humaine, il n'y a aucun problème. Je vous remercie. Au revoir, à la prochaine fois. Merci Anne d'avoir attendu.